Donc, raffiner son système, les confirmations. Alors, en effet, vous savez, on a une certaine méthodologie de travail pour pouvoir développer un système qui est performant, avec des performances qui sont intéressantes, mais également un win rate qui est intéressant. Et donc, on vous a expliqué un petit peu comment on travaillait et la méthodologie de travail qu'on va utiliser, très bien, pour pouvoir parvenir à notre objectif et tendre vers l'amélioration de son système, de ses performances, etc., etc. Donc ce qu'on fait, 3 étapes. D'abord, on crée de la donnée, ok. Ensuite, on fait des statistiques et on analyse ces statistiques. Pas très compliqué. Voilà le processus et comment on travaille. C'est pas très compliqué. Et ensuite, on l'implémente dans ce système. Alors, c'est pas spécifique à la finance, hein, moi j'ai pas appris ça dans la finance, j'ai appris ça dans l'économie du réel, on va dire. C'est comme ça qu'on fonctionne, et on fonctionne comme ça pour tout, en réalité, lorsqu'on veut améliorer quelque chose. D'abord, on regarde de la data, ensuite on fait des statistiques, on prend des conclusions, puis on l'implémente. Vous êtes en entreprise qui crée des, je sais pas, vous êtes Playmobil, vous faites la même chose, d'accord. Vous regardez ce qui plaît le plus aux enfants, vous faites des données, ensuite vous faites des statistiques, vous prenez des conclusions sur ces statistiques, vous regardez, vous remarquez qu'il y a une traîne actuellement sur, je sais pas moi, les bateaux de police en Playmobil, et puis ensuite vous les implémentez, vous créez une stratégie de communication, etc. Et c'est comme ça que ça marche, puis ensuite il y a des meilleurs résultats dans l'entreprise. C'est pareil pour tout, c'est pareil dans le sport. Qu'est-ce que fait actuellement, je sais pas, vous regardez aux États-Unis, c'est les playoffs. Qu'est-ce que font les équipes, hein, vous regardez un petit peu sur le premier tour là, des playoffs, qu'est-ce que font les équipes? C'est vraiment un gros travail d'analyse, hein. Ils regardent des datas dans tous les sens, ils font des statistiques, ils prennent des conclusions, ils implémentent des systèmes, etc. C'est pareil partout, et en finance surtout, d'accord. Et donc c'est pour ça qu'en finance, c'est la meilleure, c'est vraiment cette méthodologie de travail, c'est à utiliser partout dans sa vie pour pouvoir aller avancer très vite et avec certitude entre guillemets. Et en finance, pour construire un système de trading, c'est la seule solution qui vous permet d'aller vers son optimisation, vers son amélioration, sans retour entre guillemets en arrière, sans drawdown entre guillemets, d'accord. Et en étant sûr de ses actions, en étant sûr de ses choix. Donc voilà, données, statistiques, conclusions et implémentation. Donc on va faire ça pour différentes parties de son système, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est de ces fameuses confirmations. Alors, il y a plein de choses qu'on va pouvoir regarder pour savoir quelle confirmation on prend. Est-ce que c'est une confirmation avant cas sur Trading Range, une confirmation au cas 1 ou 2 liquidations, etc., etc. Et le but, c'est de réussir à, je sais pas, faire par exemple 200 data, c'est-à-dire que vous allez faire un tableau Excel, on vous partagera après, avec littéralement 200 trades qui ont été pris sur 200 confirmations, et pour chaque confirmation, vous mettez du détail, vous y apportez du détail et vous le répertoriez dans un Excel. C'est la première étape, créer de la data, ok. Donc voilà, données, on crée de la donnée. Ensuite, on va se retrouver avec, par exemple, on va y revenir, mais 1 ou 2 liquidations. Vous allez voir que peut-être 75% du temps, vos confirmations elles fonctionnent quand il y a eu 2 liquidations et non pas qu'une. Et peut-être que seulement 20% du temps, vos confirmations elles fonctionnent quand il y a une première confirmation, donc quand il y a une première liquidation. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a seulement un second retest NB, donc une première liquidation, un uptrust, vous n'allez pas rentrer, parce que vous savez que généralement il va y avoir une complexification de la manipulation. Ça, pour le savoir, il faut avoir de la donnée, il faut avoir des statistiques et en tirer des conclusions. Et ensuite, vous allez l'implémenter dans votre système, ça va être une règle de votre système. Je ne trade jamais lorsqu'il n'y a qu'une seule liquidation. J'attends systématiquement un UTAD ou un Spring, parce que mes data le montrent. C'est ce qui me permet d'avoir un bon niveau de réussite. Et donc on va faire ça pour tout. Il n'y a pas seulement, il y a 1 ou 2 liquidations. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut regarder. Juste après, oui, il y en a plein qu'on peut regarder. Et le but, c'est de les répertorier. C'est infini, hein, tout ce sur quoi on peut travailler, mais je vais vous donner les principales. Ensuite, vous le répertoriez dans un fichier Excel, vous effectuez des statistiques, et vous tirez des conclusions et vous l'implémentez dans votre système de trading. Pas plus compliqué que ça. Donc moi, de cette manière, j'ai fait ce travail pour tout, hein, quasiment, et je continue à le faire. Alors pas pour les confirmations, parce que j'ai déjà fait, mais pour d'autres parties du système de trading, pour d'autres parties, pour mieux comprendre la finance, pour tout, absolument tout. Je sais pas, c'est très simple, c'est très clair. En fait, c'est une méthodologie de travail qui est très simple à employer et qui porte des effets partout, hein, que ce soit partout, absolument partout, sur ses résultats financiers, sur son bonheur, sur sa forme physique, sur, j'en sais rien, moi, sur tout, ok, sur absolument tout, et surtout en finance. Donc, alors voilà, et donc c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre les marchés, parce que vous allez retrouver certaines similitudes. Des fois ça ne fonctionne, certaines, vous allez voir très clairement que quand il y a peut-être une certaine forme de la manipulation, ça ne fonctionne pas, et donc si ça ne fonctionne pas, vous allez chercher à comprendre pourquoi, et vous allez avancer. Et c'est comme ça que depuis des années je fonctionne, et c'est ce qui me permet de mieux comprendre, voilà, de progresser on va dire en finance, et de mieux comprendre les marchés, mieux comprendre comment fonctionne le système financier, etc., etc. Et donc derrière de devenir plus compétent, plus performant, et plus pertinent également dans mon métier. Donc,
la première chose, ça va être de savoir si vous êtes plus fort en accumulation ou en distribution, premièrement. Bon, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter si la confirmation a fonctionné ou pas, et si c'était une accumulation ou une distribution. Donc ça, c'est ce qui vient à première vue, et c'est tout à fait normal, tout à fait logique. C'est la première chose qui nous vient à l'idée quand on cherche à faire de la data sur les confirmations. Donc peut-être que vous allez retrouver que... Alors moi j'avais remarqué au début que mes distributions, j'étais beaucoup plus fort en distribution qu'en accumulation. Ok. Pourquoi? J'en sais absolument rien, mais c'était comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez des solutions par la suite. Dans les phases de conclusion et implémentation dans votre système, vous allez en tirer des conclusions et vous allez l'implémenter. Donc par exemple, la solution très simple, c'est de retourner le graphique. Donc par exemple, si vous remarquez que vous êtes plus fort pour les distributions que les accumulations, il n'y a pas 30 000 solutions, à mon avis, c'est simplement une question visuelle, et c'est pratique pour vous quand c'est en haut, qu'en bas peut-être, ou j'en sais rien. Donc ce que vous faites, c'est que vous inversez le graphique. Donc vous allez lire l'accumulation comme si c'était une distribution, puis vous allez solutionner le problème. Ok. Donc ouais. Alors ce qu'on va pouvoir regarder, donc oui, vous mettez tout ça dans un fichier Excel. Alors, ce sur quoi on va pouvoir travailler. La première, c'est le positionnement dans le POI. Ok. La mitigation, c'est quelque chose d'important, et généralement, et c'est quand même assez rare que l'accumulation fonctionne après avoir simplement touché le tout début de la demand ou de la supply. Généralement, on va aller beaucoup plus profondément. Et ça peut être intéressant parce que généralement on va voir peut-être simplement le second test qui va prendre place en touchant la demand, et ensuite on va avoir un sprint pour aller plus profondément dans la demand avant de se retourner. Et si vous arrivez à quantifier combien de fois ça réussit par rapport au positionnement dans le point unité reste du retournement, et de où s'est située l'accumulation et son point le plus bas ou le plus haut si c'est une distribution, ça va être super intéressant. Parce que peut-être que dans ce cas-là, vous allez pouvoir... Que certains d'entre vous, probablement, leur problème, c'est que vous n'entrez pas au bon timing de l'accumulation ou de la distribution. C'est-à-dire qu'il y a une complexification, et donc le biais est bon, d'accord, mais en fait, le problème, c'est que vous n'entrez pas sur la bonne liquidation. Et ça, c'est une data qui peut vous aider. Si vous remarquez que 75% du temps, lorsque l'accumulation prend place au 75%, à 75% de la demand, alors là c'est inversé, ce serait 25% ici, 50% ici, 75% ici, 100% ici et 0% ici. C'est inversé, 75 c'est là et 25 c'est là, excusez-moi. Donc il y a un problème sur l'image. Mais du coup, vous allez pouvoir avoir des règles très très précises. Si l'accumulation prend place au 25% ou au 0% de la demand, je ne prends pas le trade. Ok, ça peut être une règle très simple parce que vous voyez que les datas le montrent, ok, que ça ne fonctionne pas quand vous n'appliquez pas ça. Et donc voilà, très bien. Donc ça c'est une première possibilité. Et ça va vous permettre, pour ceux qui ont des problèmes dans l'entrée au niveau du timing de la manipulation de marché, de l'écarter et de pouvoir directement intervenir au meilleur moment grâce simplement à une data, et cette data c'est la mitigation de la demand. Vous allez remarquer que généralement l'accumulation prend place non pas au tout début de la demand pour que ça fonctionne. Ça prend du temps et il faut une accumulation qui effectue une certaine mitigation, et généralement on va revenir vers le milieu. Vous allez voir que les 50% pile poil sont assez pertinents de la demand. Donc dans le fichier Excel, c'est pas pile poil on touche les 25, pile poil on touche les 50, pile poil on touche les 75. Pas du tout, d'accord. Ça va être, on arrive à peu près dans les 25 premiers pourcents, dans les, vers le milieu à peu près. Donc si on est à 45, vous mettez 50, bien sûr. Mais ça vous permet d'avoir une idée, et cette idée va vous permettre d'aller, vraiment de progresser à vue d'œil. Et d'aller chercher plus de performance, et de probabilité de succès sur un trade, donc c'est ce qu'on appelle le win rate. Alors juste boire un coup et puis on termine, désolé, mais c'est que je parle beaucoup aujourd'hui, je parle très vite et puis j'arrive pas à trouver mes mots, donc ça me donne soif, donc voilà, je bois un coup puis on poursuit. Hop, alors, donc voilà, le nombre de liquidations, c'est une autre data que vous allez pouvoir regarder, sur laquelle vous allez pouvoir travailler, qui va vous permettre d'améliorer encore une fois votre système. Donc c'est on est toujours dans le même pan. L'objectif c'est d'avoir le bon timing dans l'entrée de la manipulation de marché. Et donc la première c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on s'arrête dans la demand. Ça vous permet d'avoir un bon timing et de pouvoir ne pas vous faire avoir par une complexification de la manipulation. Très très bien. Là c'est pareil. Okay, c'est à peu près si va nous permettre nous permettre la même chose, d'aller au même objectif, d'avoir un bon timing d'entrée. Donc peut-être que vous allez remarquer que la première liquidation, ça ne vous réussit pas, et que vous allez en attendre deux. À une période, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais du mal. La première liquidation, ça ne fonctionnait pas très bien pour moi. Par contre, à chaque fois que j'entrais sur le spring ou l'UTAD, c'est ce qui fonctionnait le mieux. D'accord. Alors, après, j'avais compris qu'il y avait plusieurs raisons à cela. La première, c'est que j'étais très très loin de la trading range. D'accord. J'étais plus loin quand il y avait deux liquidations qu'une, c'est tout à fait normal. Donc ça me permettait de me protéger, etc. Donc c'était positif. Donc ensuite, j'ai mis une règle pour ça, même quand j'entrais sur la première liquidation, quand j'ai réussi ensuite à avoir des datas qui étaient
plutôt bonne sur la première liquidation, et donc la règle c'était d'avoir un éloignement de plus de 1 R de la trading range pour me permettre de me protéger. En bref, vous voyez, après vous tirez des conclusions et vous mettez des règles dans votre plan qui vous permettent d'aller chercher plus de performance, un win rate plus élevé. Donc très bien, voilà, rien de plus à dire là-dessus. L'autre chose, c'est la cassure de structure. La cassure de structure, c'est quelque chose qui est important, puisque en effet, vous savez, les différentes règles qu'on a pour pouvoir entrer, c'est d'avoir un changement de sens qui confirme que la manipulation semble être terminée. Et ce changement de sens, il intervient par une cassure de la structure, et cette cassure de la structure, elle peut avoir lieu de différentes manières. C'est une cassure qui est brutale, soit ça peut être une cassure qui est très timide. Ça peut être une cassure avec une bougie, d'accord, une bougie pleine qui casse, très clairement, ou ça peut être simplement une mèche qui vient liquider et casser la structure. Le problème de ça, c'est qu'en fait une mèche, comme vous l'avez compris, ça peut simplement être une récupération de liquidité, et qu'en fait la cassure de structure n'est pas une cassure, c'est simplement de l'inducement. Et c'est pourquoi une cassure de structure avec simplement une mèche est beaucoup moins pertinent et beaucoup moins confluent qu'une cassure avec un corps de bougie. Parce que le corps de bougie nous expose à moins de probabilité d'un inducement, tandis qu'une mèche, généralement, c'est la distribution au-dessus de la trading range, et ça, c'est là, hop, on a le SNK max, automatic release, second SNB, hop, on passe au-dessus de la tiers, distribution, et parfois c'est une redistribution. Et donc on va se retrouver à avoir le mauvais timing. Et donc la mèche montre, plus en tout cas que la cassure franche d'une structure, qu'on a une liquidation, d'accord, et qu'on réutilise cette liquidité. Donc inévitablement, ça nous expose plus probablement à une fausse cassure, donc un inducement, plutôt qu'à une vraie cassure de structure. Mais ça c'est de la théorie en réalité, d'accord. Moi je l'avais observé pour moi, très bien, mais tant que vous ne le quantifiez pas avec vos propres data, vous pouvez pas mettre en place ça, vous pouvez pas le prendre comme une information dans votre système. Il faut que vous l'expérimentiez, vous regardiez vos résultats pour vous-même, et ensuite que vous en tiriez des conclusions. Et peut-être que vous allez voir que vous, lorsque ça cache par une mèche, ça n'impacte pas, et c'est pas un problème pour vous, dans vos datas, ça ne pose pas problème. Et peut-être même c'est l'inverse, vous êtes beaucoup plus performant lorsqu'il y a une cassure par mèche, plutôt que par structure réelle, d'accord, enfin une vraie cassure dans le corps de la bougie, d'accord. Donc ça, faut le quantifier, on peut pas, là c'est simplement de la théorie, entre guillemets. Je vous partage moi comment ça s'est passé pour moi, pour mes datas, mais vous, ça ne sera pas forcément la même chose. Okay, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et donc, il faut le quantifier absolument, et ensuite faire des statistiques, et ensuite faut le quantifier, donc par le biais de statistiques, et ensuite en tirer des conclusions. Et en amont, il faut faire de la data, bien sûr, pour pouvoir le quantifier. Donc très bien. L'autre, c'est la forme des manipulations. Alors ça, c'est quelque chose, moi, qui m'avait pas mal interpellé, parce que c'était clair, net et précis dans mes datas personnelles, que ce genre d'accumulation n'était pas bonne pour moi, ou de distribution. Là, on voit des accumulations, mais c'est pareil pour la distribution, vous l'avez bien compris. C'était pas bon pour moi. Et donc j'avais remarqué que lorsqu'on crée un drapeau qui permet de liquider, donc c'est ce que j'appelle un flag, entre guillemets, c'est une figure de continuation que traite beaucoup, ce qu'on pourrait appeler la démonie, mais encore une fois, il n'y a aucune offense à ce niveau-là, simplement pour rappeler cette catégorie d'intervenants. Le drapeau, c'est quoi? C'est on vient, on s'arrête, on commence on faire un espèce de drapeau, voilà, d'accord, il n'y a pas trop de signification, d'autres termes que ça, et donc c'est une figure de continuation parce que les intervenants vont chercher à vendre la cassure de ce drapeau, en vendant par exemple à ce niveau-là avec un SL juste au-dessus. Donc c'est le fameux flag, le fameux drapeau que vous avez peut-être déjà expérimenté. Et le problème de ça, moi j'avais des mauvais résultats quand l'accumulation et la distribution étaient dans cette configuration-là, dans une configuration un peu de drapeau, parce que en fait, la tiers n'est pas créée de la même manière que sur celle-ci. Donc en fait, le problème, c'est que vous êtes exposé à ce que ce soit potentiellement une redistribution qui est là, et en fait que ce high est protégé, et que vous entrez sur ce qui vous semble être le spring, mais en fait c'est pas le spring, d'accord, c'est un retracement qui prend place, vous avez l'impression que c'est la cassure de structure pour faire des plus hauts, mais en fait c'est le retracement de ce mouvement baissier pour poursuivre la baisse et protéger ce high, qui est le high de la redistribution. Donc c'est un peu embêtant, et c'est pour ça en fait que moi ça ne fonctionnait pas beaucoup les flags, et donc j'ai arrêté. Et donc mon objectif après, ma règle était très claire en fait, c'était d'intervenir sur des accumulations qui étaient horizontales, à l'horizontale, avec une création de liquidité non pas de drapeau mais de support. Et c'est là où j'étais le plus performant parce que j'avais une trading range qui n'était pas créée un petit peu bizarre, et j'avais aucune, enfin c'était pas comment dire, c'était assez clair que ce n'était pas une distribution ou une redistribution, et c'était clairement une création de liquidité avec une réelle trading range qui était intacte, et non pas un espèce de drapeau où peut-être c'est une création de liquidité, peut-être c'est une grosse redistribution, d'accord. Donc voilà, à vous de l'expérimenter encore une fois, ça c'était pour moi, j'ai toujours des meilleurs résultats dans les accumulations et distributions horizontales que les drapeaux, d'accord. Donc voilà. Voilà pour ça.
Très bien. Donc moi, par exemple, parce que la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il fallait qu'il y ait une création de liquidité, enfin, la distribution et l'accumulation soit vraiment pas mal à l'horizontale, que ça crée un support, généralement, c'est le mieux, mais surtout qu'il n'y a pas de SOS. Donc on en reparlera juste après pour les distributions, enfin pour la trading range. Ensuite, une autre possibilité, que vous pouvez quantifier ça, c'est la réaction de la liquidation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient liquider le support ? Est-ce que c'est une grosse cassure ou est-ce que c'est juste une petite mèche? Et bon, moi j'avais de bons résultats lorsque c'était simplement une petite mèche comme ça. Pourquoi? Ça veut dire que la liquidité, la contrepartie, voilà le mot qui est plus juste, est placée directement, et c'est ce qui crée une mèche, hein, forcément c'est une réaction qui est directe. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, et que moi j'ai de bons résultats avec lorsque la liquidation du support était simplement une mèche sur la time frame d'intervention. C'est-à-dire que, parce que bien sûr, hein, une mèche ou un corps, ça ne veut rien dire, parce que si vous remontez une time frame, ce sera un corps, et si vous descendez, ce sera... Enfin, si vous remontez, ce sera peut-être une mèche, et dans une petite time frame, ce sera un corps. Mais bien sûr, il faut avoir une règle précise pour pouvoir faire ce travail, et moi, ma règle, c'était d'entrer sur la time frame proportionnelle pour identifier l'accumulation et la distribution. Ok ? Donc par exemple, si c'est une dizaine en 4 heures, bah là, vous allez en 8 minutes. Donc la mèche, elle doit être observée en 8 minutes. Ok ? Donc voilà, et donc dans ce cas de figure, moi c'était très pertinent pour moi, lorsque j'avais une mèche, j'avais de bons résultats parce que ça montrait, alors c'était clair, hein, j'avais de meilleurs résultats. Puis ensuite, si on veut l'interpréter pour comprendre pourquoi ça marche mieux, bah c'est parce qu'en effet il y a une réutilisation directe de la liquidité. Ok. Donc voilà. Alors aujourd'hui les data sont à peu près les mêmes, si c'est une cassure par mèche ou par corps, donc il n'y a pas d'impact, mais parce que ensuite j'ai retravaillé le système pour essayer de prendre plus souvent des trades, enfin bref, voilà, vous savez comment ça se passe. Et donc l'autre possibilité c'est une cassure par corps, et le but c'est de quantifier ça, savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et peut-être, et donc généralement, il n'y aura pas vraiment de différence, peut-être que c'est les mêmes data ici et ici, donc dans ce cas-là, bah, vous n'allez pas faire de tri, en fait il n'y aura pas de conclusion, bah, vous allez, que ce soit une mèche ou un corps, vous n'allez pas l'interpréter parce que ça fonctionne de la même manière pour vous, ok, aussi simplement que ça. Donc ouais. Autre chose, c'est la trading range, alors cette fameuse trading range. Alors là j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé là-dessus parce qu'il y a plusieurs possibilités et j'avais répertorié principalement trois possibilités. Alors il y avait celle-là, d'accord. Alors il y a les trading range, bon c'est celle-là que vous connaissez le mieux je pense, c'est le trading range qui est intact, qui n'a pas été cassé. Alors c'est pour ça que je vous parle autant de trading range, parce que la trading range pour moi c'est un outil qui est formidable, voilà, qui est assez incroyable parce que tout est trading range sur le marché. Chaque inducement c'est une trading range. En fait, tous les retournements, quand on prend la liquidité, c'est tout le temps une trading range. Parce que Wyckoff est omniprésent. Et donc cette trading range est vraiment très très importante. Et c'est ce qui permet au compositman de se retourner en permanence. Bon. Donc voilà, j'ai fait pas mal de travail là-dessus. Et c'est vrai que j'avais fait plein de tests, etc. Mais globalement, il faut retenir trois principales créations de trading range. La première, c'est une trading range qui est comme ça, qui n'a pas été cassée, qui est créée clairement après un automatic rally. Hein. Donc c'est la belle configuration que j'aime bien. C'est génial, parce qu'on a une trading range qui est intacte, qui n'est pas cassée, etc., etc., etc. Donc dans ce cas-là, c'est super, ok, c'est super, il n'y avait pas de problème, j'avais des bonnes réussites à ce niveau-là. La deuxième possibilité, c'était ça. C'était les trading range, alors, qui créent la liquidité, avec un niveau de liquidité qui était très 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 important. Alors pas forcément, alors par exemple, on pourrait avoir un spring, ok, et on casse, et donc vous avez une question de structure à ce niveau-là, et vous cherchez des plus hauts. Hein, donc c'est super, parce que vous avez un niveau de liquidité qui est très très proche. Parce que la trading range, déjà, on a très forte probabilité d'aller la chercher, ok. Si on veut se retourner, il faut généralement qu'on aille la chercher. Et deuxièmement, en plus de ça, c'est de la liquidité. Donc comme c'est un niveau de liquidité, il y a encore plus de probabilité qu'on aille la chercher, ok. Donc voilà, maintenant, c'est assez contre-intuitif, mais ce genre d'accumulation, j'ai pas de bons résultats avec. Pourquoi ? Alors j'ai de bons résultats en termes de win rate, j'ai un win rate qui est quasiment infaillible, d'accord. C'est très rare que j'ai un trade qui est perdant dans ce genre de configuration. Alors pas celle-là, hein, bien sûr, parce que là je pourrais pas entrer, parce que le trading range serait cassé, il n'y a pas de cassure de structure, mais quand on a par exemple un spring et puis on a un changement de sens ici et que je peux intervenir, je crois que c'est extrêmement élevé le pourcentage. Le trade n'est pas perdant, ok, il est toujours break-even ou gagnant, toujours, quasiment, hein, pratiquement. Sauf que ces trades-là, jamais ils performent, jamais, ok, ils vont quasiment bien sûr, hein, vous avez compris, quasiment jamais à leur objectif. Pourquoi ? Bah après je l'ai compris, hein, mais c'est que généralement, lorsque le compositman crée un niveau de liquidité sur la trading range, c'est pour ensuite se retourner, ok, c'est pour utiliser cette liquidité et ensuite se retourner. Donc voilà, alors cette conclusion, je ne l'ai pas tirée directement. D'abord, j'ai regardé la data, et puis ensuite, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça. Pourquoi, à chaque fois qu'il y avait un niveau de liquidité aussi proche, c'était pas... j'avais pas de bons résultats en termes de performance, donc les résultats étaient bons en termes de win rate, c'est pour ça, en fait. Parce que quand il crée vraiment beaucoup de liquidité au niveau de la trading range, c'est pour l'utiliser, et si c'est pour l'utiliser, c'est pour se retourner généralement, ok. Donc, du coup, ce genre de trade, je sais que j'aurai un win rate élevé, mais par contre, je ne vais pas avoir beaucoup de performance, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais nécessiter
Alors, par exemple, une règle que vous pouvez employer, hein, dans ce cas de figure, si vous avez les mêmes conclusions que moi, bah, c'est tout simplement de vouloir prendre ce trade uniquement et strictement uniquement, exclusivement, si la distance entre votre position et le trading range vous offre plus de 2 R, par exemple, et lorsqu'on va toucher la TR, vous allez prendre une prise de profit partielle à cette fameuse trading range. Ok, donc voilà, une possibilité. Alors l'autre possibilité, alors ça j'avais pas de bon résultat avec ça, c'est lorsque la trading range a été créée par un SOS. Ok, c'est-à-dire que la trading range n'est pas créée par l'automatic rally. Et ça, j'avais pas de super bons résultats. Alors aujourd'hui, ça va, mais j'avais pas de très bons résultats. Pourquoi ? Bah parce que en fait, ça t'expose plus à la possibilité d'une redistribution, hein, puisqu'en effet, c'est pas impossible qu'en fait la trading range, tu l'aies mal placée. En fait, elle était là, et ça, c'est la liquidation de la trading range, et donc c'est le high protégé. Donc voilà, et donc on va pas venir chercher ce niveau-là. Donc lorsque la trading range a été créée par un SOS, donc une cassure de l'automatic rally pendant la phase de création de liquidité. C'était un petit peu plus délicat. Et encore une fois, ça, faut l'expérimenter, faut le voir, faut le quantifier, faut savoir si les résultats qui seront pour vous, pour pouvoir en tirer des conclusions. Vous ne pouvez pas, voilà, comme ça, se dire, ah d'accord, je suis d'accord avec ce qu'il dit, et donc je l'applique pour moi. Non, il faut absolument le voir pour vous, parce que, alors, c'est là où vous pourrez pas vous tromper, d'accord ? Vous pourrez pas vous tromper parce que c'est appuyé derrière par de la data, c'est backé directement par de la data. Très bien, autre possibilité, un niveau de liquidité proche. Donc c'est ce que je vous expliquais, cette fameuse trading range. Moi qui me pose un peu problème. Lorsqu'on vient la casser, ok. Alors on vient casser la structure et que j'ai toutes mes règles pour rentrer. Super, mon trade il va généralement chercher la trading range, mais derrière ça va pas toucher mon objectif qui est plus haut parce qu'il va utiliser ça pour se retourner ensuite. Ok. C'est généralement ce que j'ai pu expérimenter. Donc ouais, alors l'autre possibilité c'est une cassure de la trading range, hein, donc c'est celle-là, hein, cassure de la trading range. Donc la trading range est déjà cassée, est-ce que vous entrez ou pas ? Bah moi personnellement non, j'entre pas parce que mes datas le montrent qu'il faut pas que j'entre lorsque la trading range est cassée. Donc c'est pour ça que vous voyez, tous mes trades ils sont tout le temps pris avant la cassure de la trading range, systématiquement, d'accord ? Parce que c'est génial, c'est ce qui me permet d'avoir un win rate qui est élevé et de bonnes performances, parce que j'ai peu de trades qui sont mauvais, parce que je me protège après cassure de la trading range, ok ? Donc c'est pour ça que sur le Bitcoin, par exemple, je me suis protégé, Bitcoin de moins 2.51, intéressant, hop. Pourquoi je me suis protégé ? Bah parce que sur cette distribution-là, hop, super, la trading range était ici, ok ? Vous voyez ? On a eu en fait, après la distribution s'est complexifiée, on a eu en fait un Buy Max, Automatic Rally, second test, hop, Up Trust, UTAD, ok, UTAD, casse sur structure, donc c'est pour ça que je suis entré là, ok, très bien. Ensuite on a eu une distribution dans la supply, donc j'avais toutes mes règles pour entrer. Et la tier était encore intacte, ok, elle était encore intacte, elle était à ce niveau-là de cette plus grosse distribution. Donc bah forcément, c'était possible pour moi d'entrer. Et tous mes trades sont pris de cette manière, hein, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, ou qu'ils soient break-even, ça ne change rien. Donc voilà. Voilà globalement pour ça. Ça m'embête qu'il descende autant. C'est un peu triste parce qu'en réalité, enfin bref, on pourrait expliquer ça en détail si vous voulez, mais ce mouvement-là que vous voyez là, j'étais très content qu'il ait lieu, et quand le prix a commencé à partir, j'étais super heureux. Parce que c'était une confluence qui était folle pour moi. J'ai pris ce trade un samedi, d'accord, en début de week-end. On se retrouve avec un marché qui ne bouge pas, ok, pendant tout le dimanche, qui est normal, peu de volatilité, peu de volume, donc forcément, c'est une création de liquidité, ok. Donc les intervenants, ils se placent ici pendant tout un week-end. Donc qu'est-ce qui fait le composite man ? Début de journée, le lundi, qu'est-ce qui se passe ? Les volumes commencent à entrer sur les marchés, il récupère tout ce qu'il a eu pendant le week-end. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient chercher ça, et il part. Donc il liquide tous ceux qui avaient un SL ici, tous ceux qui avaient un SL ici. Donc il liquide tout le monde en définitive. Et donc c'était génial pour moi parce que du coup ce high était protégé. Puis il a bien été protégé par la suite, c'est tout à fait normal. Mais j'ai cherché à le raffiner, hein, parce que pour tout simplement respecter mon plan, qui est de sortir mon risque après cassure de la trading range, etc. Lorsque c'est clair et que j'ai une vraie possibilité, et donc je l'ai mis là, parce que j'ai raffiné ce high. Mais l'idée c'était une protection de ce high, parce qu'il y avait tous les sens et toute la logique derrière tout ça. Et tous ceux qui ont commencé, vous voyez, à vouloir long ce drapeau, ici ils se sont fait déclencher, tous ceux qui avaient un SL au-dessus de cette résistance également, tout le monde s'est fait sortir, ou tout le monde s'est fait déclencher, et puis ensuite on est venu les sortir et déclencher les autres à ce niveau-là. Donc ce high avait très forte probabilité d'être protégé, c'était royal. Donc voilà, enfin bref, c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi je me suis trade stop, parce que j'ai voulu le raffiner, à ce niveau-là ça me paraissait pertinent, et finalement, c'est triste, on est venu vraiment très proche, avant, c'est comme ça arrive, c'est ce qui peut se passer, hein. Donc voilà, je sais plus pourquoi je dis ça, c'était pour vous montrer que, question de la trading range, je n'entre pas. Donc il y a plein d'autres choses que vous pouvez regarder les volumes, vous pouvez, si ça vous chante, de regarder s'il y a une divergence, peut-être que vous allez voir que lorsque votre accumulation elle contient une divergence, ça fonctionne mieux, d'accord ? Vous pouvez tout tester, il n'y a rien de bête, de
débile ou quoi, faut tester simplement, faut regarder, faut le quantifier, faut en tirer des conclusions et ça va vous permettre d'avancer. Ok, donc voilà. Voilà tout simplement comment on travaille, puis ensuite on a de la data, on l'analyse, on en tire des conclusions, et une fois qu'on tire des conclusions, la règle elle est en place, ok, on n'y revient plus, c'est terminé, ok, la règle elle est en place, et on l'applique, tout simplement. Et en avec un travail, quelques centaines, quelques milliers de data, alors, quelques centaines de data, vous avez un système qui est assez basique, qui peut cracher de la performance, pas énorme, pas avec un win rate forcément extrêmement élevé, mais ça marche, d'accord. Alors après, si vous voulez le raffiner, etc., beaucoup, avoir un système qui est très performant, qui est très raffiné, qui vraiment rien n'est fait au hasard, bah, vous allez passer beaucoup plus de temps, vous allez faire des milliers de data, etc., donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça s'étale sur toute une carrière. Moi, ce que je recommande, et c'est ce que je vous expliquais, dans justement le fait, enfin c'est un conseil que j'aime bien donner et que je pense qui est un des plus importants, c'est de ne pas se perdre dans toutes ces datas, parce que on peut s'y perdre et on peut en fait ne jamais trader en réel, d'accord, parce que à chaque fois on améliore son système et en fait on s'y perd. C'est génial, hein, c'est très bien d'être perfectionniste, mais c'est un inconvénient en finance quand on est au début de sa carrière. Lorsqu'on a un système, on a fait assez de data, on a fait un travail de surface qui nous permet de prendre des décisions les plus importantes, les décisions clés qui nous permettent de chercher la performance sur les marchés avec une certaine consistance, un certain win rate qui est performant, enfin qui est pertinent, pardon. Bah, c'est parti, okay, on arrête de raffiner son système, maintenant on va sur les marchés, on va le tester en démo bien sûr, 3 mois consécutifs, puis ensuite on va en réel, et puis on va chercher de l'argent sur les marchés, ok. Parce que on peut très bien passer sa vie en démo ou en backtesting à tout le temps améliorer son système, avoir un truc qui est génial, qui est extrêmement performant, etc. Et puis jamais être content et jamais être satisfait, mais en fait derrière, bah, tu ne gères pas de capitaux, parce que tu ne l'appliques pas sur les vrais marchés. Okay, donc vaut mieux avoir un système qui fonctionne plutôt bien, mais qui n'est pas exceptionnel, mais qui est appliqué sur les vrais marchés, qu'un système qui est absolument exceptionnel et qu'on veut tout le temps améliorer, mais qui n'est jamais appliqué sur les vrais marchés. Okay, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc faut pas se perdre là-dedans, l'objectif c'est encore une fois de voir les plus gros points, construire un système avec des règles, d'accord, très bien, mais ne pas se perdre là-dedans. Allez, une fois que vous obtenez quelque chose qui vous plaît en termes de statistiques, avec un win rate qui est assez confortable pour vous, pour votre psychologie, pour tout ce que vous voulez, on arrête, d'accord, on arrête ce travail de statistique, on va le faire en démo, on l'applique et on ne bouge plus, d'accord, on prend confiance dessus, on l'applique en backtesting, en démo, et ensuite, une fois qu'on voit que ça fonctionne et qu'on est à l'aise avec, on passe en réel. Et c'est ce que personnellement j'ai fait. Vous passez en réel, vous allez chercher les capitaux sur les marchés, vous développez votre capital, vous allez commencer à avoir une belle croissance, vous allez voir que ça va assez vite, vous allez avoir les intérêts composés qui viennent, c'est une période qui est assez intéressante, c'est une des plus belles périodes de ma vie, quand vous avez la matérialisation de votre travail, ok, vous travaillez sur quelque chose, etc., et puis ça commence à porter ses fruits et ça se développe. Mais cette période-là, je rappelle, hein, au début, quand vous êtes sur les marchés réels à appliquer votre système, ne l'améliorez pas, ok, ne l'améliorez pas, arrêtez, laissez-le normal, tel quel, et vous l'appliquez simplement. Vous allez voir, vous allez passer beaucoup moins de temps, hein, bien sûr. C'est tout à fait normal, parce que vous allez passer moins de temps à vouloir l'améliorer, créer la data, Excel, etc., etc. Vous allez traquer vos data, faire un track record de vos performances, bien sûr, mais pas améliorer le système. Il faut le garder tel quel et l'appliquer pour en prendre confiance, et pour vraiment avoir une base qui est solide. Une fois que vous aurez suffisamment de confiance, et vous aurez peut-être, je sais pas, 8-9 mois d'expérience réelle, profitable et consistant, là vous pourrez commencer à l'appliquer, à l'améliorer petit à petit je dis bien, et commencer à créer la data et l'améliorer, mais rien de changer, pas prendre des décisions qu'il change complètement. Gardez toujours cette structure qui reste la même et qui demeure la même. Vous voyez ? Donc voilà. Voilà le conseil que je pourrais donner, c'est pas un conseil, c'est vraiment une recommandation, de pas se perdre là-dedans, parce que c'est très simple en fait de tout le temps modifier son système et de jamais avoir confiance en son trading, parce qu'en fait vous le modifiez tout le temps, ok. Donc au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter, se dire ok j'arrête, maintenant c'est terminé, j'ai fait mon travail, il est profitable, il est performant, je l'applique, et une fois qu'il va cracher suffisamment de performance et que j'aurai développé du capital et que je serai très confiant sur ce système, parce qu'il aura prouvé et que je vais le maîtriser à la perfection, enfin la perfection entre guillemets, vous l'avez compris, vous pouvez commencer à l'améliorer, et ensuite ça sur toute votre carrière, c'est tout à fait pertinent, tout à fait, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, et ça va continuer, dans 10 ans c'est ce que je ferai encore, et dans 15 ans encore, d'accord, ça sera toujours pareil. Mais d'abord, il faut vraiment être très méticuleux à ça, et être très... on va dire assez strict et sévère avec soi-même, de ne pas se perdre là-dedans, parce que c'est vraiment un point très important et un tournant, hein. Si on se perd là-dedans, c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de temps, et on peut non pas se décourager, mais si peut-être se décourager, parce qu'en fait on se dit je vois jamais le bout. En fait c'est pas que tu vois jamais le bout, parce qu'en fait il y a jamais de bout en finance, c'est la vérité, même Larry Fink il a pas vu le bout, puis il le verra jamais, d'accord.
Mais une fois que quelque chose fonctionne, on l'applique, et ensuite on l'améliore. Mais une fois qu'on a pris confiance avec, et qu'on le connaît, et que c'est notre système, puis on a confiance en lui, votre cerveau, il va pas avoir confiance en un système comme ça, hein, si vous le modifiez tous les 4 matins. C'est normal, il est tout à fait rationnel, logique, et tout ce que vous voulez. Votre cerveau, il a besoin d'avoir, c'est comme tout, hein, est-ce que vous faites confiance à une personne que vous rencontrez il y a 2 jours? Bah non, d'accord, vous avez besoin d'avoir de la data sur lui, ou sur elle, hein, ça dépend si c'est une fille ou un gars. Si vous le connaissez depuis 6 mois, 1 an, ça commence à aller mieux, et puis au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Bah, c'est pareil pour votre système de trading. Ok, vous allez prendre confiance en lui, vous allez le maîtriser, et voilà, je pense que c'est compris, le message est passé. Ok, donc voilà pour ça, voilà tout ce que vous pouvez faire. Et une fois que vous avez des datas, vraiment c'est pas compliqué, hein, faut pas avoir fait Harvard. Vous voyez que 75% c'est mieux que 25, bah forcément vous prenez une décision. 50, on a 50 à droite, 50 à gauche, il n'y a aucune décision à prendre. Ok, donc voilà, et ça progresse, ça avance, et ça avance de manière méthodique, avec une méthodologie de travail qui est en place, qui est appliquée, et il n'y a pas de souci à se faire. Ok. Après avoir rempli beaucoup de stats, j'ai l'impression de devoir être tellement sélectif sur mes positions que je peux presque plus me positionner. As-tu déjà connu ça? Alors, tout à fait, ça peut arriver en fait, mais ça peut être frustrant parce qu'on peut avoir une envie de trader, d'accord, bon, c'est pas forcément un problème, c'est tout à fait normal, c'est humain, on a envie de trader parce que ça génère de la dopamine. Bon, on a expliqué un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est compliqué à maîtriser, mais si tu veux, c'est pas mauvais de ne pas prendre beaucoup de positions et pas avoir beaucoup d'opportunités. Si tu arrives à être ultra sélectif parce que tes datas, tu les croises entre elles et tu as une intersection pour avoir le meilleur win rate, tu arrives avec un win rate de 96%, par contre tu peux prendre une position tous les 3 mois, par contre cette position tous les 3 mois par exemple, très bien, tu as une opportunité tous les 3 mois. Par contre, à chaque fois, ces positions, elles sont tellement vraiment raffinées, etc., enfin, ton système est tellement poussé et tellement sélectif que tu te trouves avec des performances qui sont incroyables par trade, mais par contre, tu n'as aucun trade. Donc tu vas te retrouver avec, je sais pas, peut-être 8 R par position, ou je sais pas, 12, ou peut-être 15, ou j'en sais rien, 8 R en moyen par position, par contre, et tu as 96% de réussite. Par contre, tu as un trade tous les 3 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas prendre d'autres décisions, pour pouvoir combler le fait que tu as très peu en fait d'opportunités. Peut-être que tu vas avoir un trade tous les 3 mois. Est-ce que c'est un problème? Bah moi je dis non, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas peut-être avoir 96% de réussite, 15 R 15 R de performance par trade. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas jouer simplement avec d'autres variables, notamment le risque. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas prendre peut-être 4% de risque par trade. Ok, voilà. Et en fait, tu vas avoir une volatilité moyenne de 4% sur ton compte, ce qui est la même que quelqu'un qui a 40% ou qui a 50 ou 60% de win rate. Okay, par contre, toi, tu prends un trade tous les 3 mois. Mais c'est pas grave du tout. Tu auras même des meilleures performances peut-être que quelqu'un qui est performant aussi, mais qui a beaucoup plus de trades, tu vois. Donc c'est pas du tout un problème, ok, c'est pas du tout un problème du tout. Au début c'est normal du coup de prendre moins de trades, et puis ensuite ce que tu vas chercher à faire, c'est trouver des solutions et chercher des solutions aux mauvaises data. Par exemple, tu remarques que quand tu entres sur une première liquidation, tu as 25% de win rate. Bah tu comprends bien que tu vas arrêter d'entrer sur ces premières liquidations, d'accord. Par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Bah soit tu t'arrêtes là, donc tu arrêtes de trader ces premières liquidations, c'est ce que tu vas faire au départ, mais une fois que tu auras fait le tour un petit peu des principales datas à faire, bah, tu vas pouvoir en faire d'autres pour réussir à augmenter le win rate de ces premières liquidations. Donc tu vas t'intéresser à d'autres variables d'ajustement, enfin d'autres choses, hein, par exemple, enfin j'en sais rien, moi, à d'autres choses pour pouvoir augmenter ce win rate. Donc par exemple la cassure de structure, etc. Ok, la profondeur de la demand, de la supply. Ok, il y a plein d'autres choses que tu peux quantifier pour augmenter les probabilités. Et une fois que tu arriveras à augmenter tes probabilités sur la première liquidation, bah, tu pourras de nouveau les trader et donc augmenter ton nombre de positions et ton nombre de trades potentiels à chaque fois. Ok.